Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre une fois encore dans notre émission à Palabre. Au sommaire, nous évoquerons les communales du 17 mai prochain où la Sénat a bouclé mercredi dernier la phase de dépôt des dossiers. Au total, 9 partis sur 12 ont manifesté leur intérêt. Nous parlerons également dans cette émission de la polémique autour du limogeage de l'ex-directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, Madame Alimatou Badarou. Nous ferons également quelques clins d'œil sur la sortie médiatique du directeur général de la Loterie nationale du Bénin, je veux nommer M. Gaston Zossou. Nous parlerons bien entendu de la condamnation du pasteur Edgar Kidibi pour escroquerie et nous opinerons sur le projet asphaltage où le gouvernement en Conseil des ministres mercredi dernier a lancé la contractualisation pour la mise en œuvre des lots d'aménagement d'espaces verts et de plantation d'arbres dans le cadre bien entendu donc, du projet d'asphaltage. Et on n'oublie pas bien sûr celle relative à la réalisation des travaux d'aménagement paysager pour le boulevard de la Marina. Chers internautes, la semaine a donc été très riche en actualité et nous sommes ravis de vous aider à mieux les décortiquer. Sur le plateau, mes fidèles compagnons sont déjà là. J'ai cette fois-ci à ma gauche Landré Vaugy. Bonjour Landré. Bonjour à tous les internautes. De l'autre côté, j'ai Yves Dakoudi. Bonjour Yves, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Oui. Il n'y a pas de souci, la semaine elle était bonne. Très bien. Voilà. Très bien. Je le disais à l'entame de cette émission, la Sénat a bouclé hier la phase de dépôt des dossiers. On pensait qu'il y aurait les 12 partis. Finalement, 9 partis ont manifesté leur intérêt pour la chose. Et jusqu'à aujourd'hui, 2 ou 3 partis semblent avoir reçu officiellement le récépissé provisoire. Vous, de votre position d'observateur de la chose politique, Yves Dakoudi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous n'y voyez pas aujourd'hui un flou autour donc, de cette première phase qui concerne le dépôt des dossiers? Oui, c'est vrai que quand vous parlez de flou, je voudrais vraiment qu'on spécifie le flou. Est-ce que c'est au niveau de la Sénat que c'est orchestré? Est-ce que c'est au niveau des partis politiques? Je voudrais qu'on relativise un peu. Moi, je vois là plusieurs situations. Vu les conditions qu'il faut pour aller aux élections, réunit 3630 dossiers par parti pour participer à ce scrutin-là. C'est un budget. C'est un budget d'abord parce que vous avez des militants qui n'ont même pas de quoi aller légaliser une pièce d'état civil. Et donc, des partis ont été amenés à allouer carrément un budget pour prendre les actes de naissance des candidats, pour les aider financièrement. Et donc, tout ça, lorsque vous mettez toutes ces tracasseries financières dans la balance, ça étouffe forcément les partis qui n'ont même pas pris la peine de venir ont pris la juste Oui, mais Yves, est-ce que ça ne fait pas très simple de dire ça? Parce que ces partis savaient à quoi s'entendre et puis ils ne sont pas obligés aujourd'hui de déclarer, de présenter leur candidature. Donc, si vous êtes incapable de faire la chose, ben, vous vous retirez tout simplement. Si vous vous rappelez très bien, la Sénat avec les dépôts de dossiers, ça a toujours été un événement où tous les politiciens viennent à la dernière minute pour participer à ce que j'appelle une fête où chacun donne le pouvoir à des déclarations devant la presse et tout. Mais au-delà de ça, il faut voir, il y a certains partis qui ont fait preuve, je dirais peut-être la jeunesse a joué contre certaines formations politiques parce que quand vous êtes parti politique et que vous êtes appelé à un scrutin de ce genre et que vous avez un informaticien qui a été envoyé à une formation de la Sénat,
et qui lui a remis un logiciel sur lequel, un fichier qui devait être renseigné pour que, au niveau des 77 communes, vous ayez tous vos candidats, et qu'au dernier moment, l'informaticien choisit de remplir un fichier personnel pour que vous vous présentiez à la Sénat et tout, et que ça pose des problèmes là-bas. Il y a eu dans la situation qu'on observe là, il y a eu ce problème d'adaptation. C'est sûr, je suis persuadé qu'il y a des parties dedans dont les dossiers sont complets, mais qui n'ont pas pu s'aligner, ne serait-ce que en termes de digitalisation, qui n'ont pas su s'aligner. Et peut-être que le délai qu'on leur a accordé je pense que ça peut aller. Mais déjà, ça donne une idée de ce que sera demain la classe politique, parce que beaucoup, avec ces contraintes-là, vont devoir s'éclipser pour rentrer dans les rangs des formations politiques qui tiennent vraiment et qui ne badinent plus, qui ne badinent pas du tout avec l'organisation en leur sein. Oui, et ces partis politiques, on pense le savoir déjà, puisque de façon officielle, le Bloc républicain et l'Union progressive ont obtenu de façon officielle leur récépissé provisoire. Et, Landry, est-ce qu'on n'est pas en train de tendre encore vers une communale qui se dessinera entre les deux blocs dits siamois du chef de l'État? Bon, a priori, non. Je n'ai pas cette lecture-là. Il le disait tout à l'heure. La première observation que j'ai faite, c'est que tous les partis politiques se sont rués à la Sénat au dernier jour, c'est-à-dire le jour de la clôture. Il est donc évident qu'ils soient en train de peaufiner, de finaliser leur dossier dans l'enceinte même de la Sénat, parce que si c'est au dernier jour, c'est que le temps n'a pas suffi. Et je pense que je vais peut-être exagérer, mais je crois que c'est une vilaine habitude. Et qu'il faut que les partis politiques fassent l'effort de corriger. Les dates sont des délais constitutionnels. C'est fixé. Et donc, tout parti politique qui intervient sur le territoire est à même de pouvoir le maîtriser, il le sait. Et quand la Sénat fait son communiqué officiel et lance le dépôt des dossiers, c'est supposé qu'avant, il y a déjà des démarches dans ce cadre-là, mais nous avons l'habitude de commencer par nous affairer quand on a lancé maintenant l'ouverture du dépôt des dossiers. C'est quelque chose, je pense, qui doit être fait au fur et à mesure pour que dès que la clôture, dès que le dépôt est lancé, on n'ait pas de problème à la clôture. Maintenant que ces situations sont en train de prévaloir, il est à espérer que les uns et les autres fassent tout possible pour que les choses rentrent dans l'ordre. Donc, à partir de ce moment-là, dire qu'on sera en présence de la situation précédente, comme celle des législatives où les partis... En fait, moi, je voudrais renchérir un peu. En fait, lorsque vous prenez... aujourd'hui, on a 4 formations politiques. Il faut aller voir l'organisation interne au niveau de ces formations politiques-là. Oui, mais attention, ces 4 formations politiques semblent être prêtes, puisque pour l'instant, de façon officielle, il y a pour le moment que les 2 blocs, donc l'UP et le BR, qui ont reçu leur récépissé provisoire. Oui. En fait, je pense qu'il y a un équivoque qu'il faut lever. Au niveau des élections, s'il faut dire qu'elles sont exclusives, ce n'est pas le même cas. Parce que pour les législatives, c'est que manifestement, au regard de certaines lois, et il faut le dire, qui ont été cousues sur mesure, des partis politiques se sont retrouvés exclus. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est qu'il y a des partis de l'opposition quand même qui ont pu obtenir leur récépissé définitif et qui devraient savoir qu'ils sont en train d'aller aux élections et donc être prêts. Donc ce n'est pas au niveau
de la mise en place. Ce n'est pas au niveau de la mise à jour des dossiers, je crois, à ce niveau-là qu'il faut parler d'élections exclusives parce qu'ils ont toute l'attitude. La preuve, on sait aujourd'hui qu'il y a quand même 12 partis, dont des partis de l'opposition qui sont appelés à aller aux élections. Donc, pour ce qui me concerne, de ma lecture, je ne pense pas qu'il s'agisse là il va peut-être être question de l'irresponsabilité peut-être de certains partis qui n'ont pas pu mettre les petits plats dans les grands pour pouvoir être après. Quelque part, on peut les excuser, il me le disait tout à l'heure, parce qu'il s'agit quand même de 3630 dossiers par parti politique. Ce n'est pas aisé, mais ce n'est pas non plus une excuse pour ne pas être prêt. Et finalement, la Sénat, dans son organisation, puisque en temps normal, elle devrait très rapidement donner les récépissés provisoires à ces formations politiques. Finalement, elle a traîné le pas, elle a donné un ultimatum jusqu'à 16h. De 16h, on est passé au vendredi, c'est toujours un mêlé-mélo. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement, c'est toute l'organisation mise en place, peut-être pas la Sénat, qui est en train d'être bousculée? Je ne pense pas. Je ne pense pas, à mon avis, parce que la Sénat a son chronogramme établi, connu de toutes les formations politiques. Ce qui se passe, moi, de ma position, je l'impute aux formations politiques qui n'ont pas su faire preuve de sérieux dans la confection des dossiers. Tout le problème est là. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que dans les mêmes conditions, on va pas délivrer un certificat provisoire pour BR, UP et ne pas en délivrer aux autres qui ont déposé. Si tant est que tout a été fait au niveau de toutes les formations politiques dans les règles de l'art, je ne vois pas. Il faut aller questionner, il faut aller voir. Malheureusement, nous n'avons pas accès à ces informations-là. Il faut aller voir ce que ces formations politiques-là ont présenté comme et le fait que ces partis ne sont pas, comme vous le dites, assez sérieux, ou bien ne sont pas mis vraiment au sérieux, est-ce que ça ne donne pas une certaine incidence sur l'organigramme même de la Sénat? Non, c'est vrai que pour l'instant, la Sénat est toujours dans son délai. Parce que elle a jusqu'au 23 mars pour sortir la liste des candidats. Mais maintenant, je ne sais pas quel délai, ça j'ai pas d'informations sur quel délai est prévu pour que chaque formation politique ait son récépissé provisoire. Peut-être qu'ils ont un temps d'appréciation qui n'est forcément pas limité à 24 heures ou 48 heures comme on l'a observé pour les toutes premières formations politiques qui ont reçu leur récépissé. Peut-être que à l'interne ils ont un programme pour étudier les dossiers. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Alors Landry, est-ce que finalement tout ça favorise pas énormément les jeux de couloir? C'est-à-dire que pendant tout ce temps, on peut pouvoir peut-être aller retirer encore nos dossiers d'une telle cantine, tout ça. Est-ce que tout ça favorise vraiment pas ce jeu de couloir? Bon, je ne sais pas. Je ne suis pas membre de la Sénat, je ne suis pas dans l'enceinte de l'institution. Je ne peux a priori pas le dire. Mais par contre, ce que je sais et que j'ai envie de dire, c'est que c'est pour la première fois qu'on observe un flou sur les listes. Par le passé, on avait déjà, à cette époque, enfin, à cette période-là, déjà des fuites pour ce qui concerne les positionnements sur les listes. Tel est positionné à la 2e ou 3e ou 4e position, tel dans tel arrondissement, ainsi de suite. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que tout est mis sous scellé, qu'il s'agisse jusqu'à présent des listes de la mouvance ou celles de l'opposition, on n'a aucune connaissance précise, véritablement, des positionnements des uns et des autres. Et donc, c'est peut-être là où vous pensez qu'il peut s'observer. Bon, a priori, je ne sais pas, mais on ne peut pas non plus dire, parce qu'on sait ce que c'est la politique aujourd'hui au Bénin. C'est peut-être des garde-fous qui sont mis par les uns et les autres parce qu'ils voudraient bien, à un moment ou à un autre, opérer des soustractions, procéder
à des remplacements. Maintenant, est-ce que la loi le permet? Est-ce que les dispositions légales au niveau de la Sénat le permettent? Je ne pense pas que ce soit une circonstance où ces jeux-là puissent véritablement impacter. De toutes les manières, l'électorat, je crois, est serein. Et cette fois-ci, le jeu étant plus ou moins ouvert, je crois que les Béninois, appelés à aller aux urnes, sont prêts à s'exprimer. Et c'est là que les choses vont véritablement se passer. En tout cas, merci à vous pour vos différentes opinions. On vous a compris et on va rapidement donc passer au second sujet de cette émission. Et vous le savez aussi, Alimatou Badarou, nommé en Conseil des ministres le mercredi 30 octobre 2019 en remplacement de Bruno Kani à la tête du Conseil national des chargeurs du Bénin, est suspendu de ses fonctions le 10 mars dernier par son ministre de tutelle Hervé Réhomé pour, dit-on, mauvaise gestion et refus d'obéissance hiérarchique. Beaucoup de polémiques autour de ce limogeage, puisque quelques jours avant ce limogeage, la DG a fait une sortie médiatique où elle fustigeait déjà un peu ce que je vais appeler cette tension ou bien cette dissension entre son ministre de tutelle et elle. Et finalement, la nouvelle, elle est tombée, elle a été limogée. De vous, de votre position, vous pensez quoi? Ou bien qu'est-ce que on pourrait lire à travers donc, ce limogeage Bon, oui, en effet. Mais on se demande bien ce qui se passe finalement à la tête du CNCB. Parce que en 4 ans, il y a, à la date d'aujourd'hui maintenant, 3 directeurs qui sont passés. Antoine Dayori d'abord, ensuite Bruno Kani et Alimatou Badarou aujourd'hui, remplacé par quelqu'un qui est intérimaire aujourd'hui. Et donc, bientôt, on aura un quatrième directeur. Qu'est-ce qui se passe exactement à la tête de cette institution? Est-ce que ce sont les compétences qui sont attendues, qui ne sont pas trouvées? Ou est-ce que c'est l'autorité de tutelle qui est le problème? On commence par se poser beaucoup de questions. N'empêche qu'à la lecture de ces derniers événements, effectivement, il y a eu une grosse polémique et personnellement, je voudrais bien comprendre comment ça s'explique qu'on parle de mauvaise gouvernance. Peut-être insubordination, mais insubordination parce que de part et d'autre, pour ce qui concerne le motif notifié dans la lettre de limogeage, et pour ce qui concerne la sortie de la dame Badarou le dimanche passé, on peut dire que de part et d'autre, oui, il est entendu qu'il y a une question d'insubordination parce que la dame dit qu'elle n'a pas les côtés franches pour pouvoir appliquer sa politique parce qu'elle est tout le temps réprimandée par... Je pourrais même citer ce qu'elle disait. Elle disait que quand je mute quelqu'un, et je la cite d'ailleurs, le ministère est en alerte. Et puis, j'ai de la pression alors que c'est des gens qui sont peut-être dans des malversations financières. C'est des gens qui ne me permettent pas de mettre en place ma politique. Voilà. Et donc, on se pose la question si c'est ce que l'autorité de tutelle qualifie d'insubordination. Je pense que même si c'est une institution qui est placée sous un ministère, elle devrait pouvoir avoir les coups de frange pour pouvoir déployer sa politique. Par contre, il y a quelque chose que j'ai noté. Lorsqu'on parle de mauvaise gouvernance, à la passation de service, Mme Badarou a exposé son bilan. Tout à fait. Parce qu'en tout et pour tout, elle aura passé 4 mois à la tête du CNCB. Et dans le bilan, elle a dit qu'elle a fait une amélioration au niveau du bénéfice. C'est-à-dire que les produits se sont accrus pendant que les charges ont diminué. Et pour ce qui concerne les produits, elle est allée même jusqu'à parler d'un pourcentage de plus de 42%, je crois, pendant que les charges diminuaient. Parce qu'en temps, il y a des réformes qu'elle a entreprises, il y a des recommandations au niveau qui ont été instruites par le bureau d'analyse et d'investigation qu'elle a exécuté, ainsi de suite, et donc qui ont amélioré les attentes comparativement à la période de gestion antécédente. Et donc parler de mauvaise gouvernance à ce niveau-là,
je voudrais bien douter. Je me dis qu'il y a là, peut-être, et là, il y a les éléments dont nous sommes en possession aujourd'hui commencent par nous fonder sur le fait qu'il y a peut-être des guerres entre personnes qui sont en train de se passer. Je vais finir en disant ceci. Le président Patrice Talon, à son arrivée, a laissé entendre par l'opinion qu'il ferait des appels à candidature pour ce qui concerne les postes de responsabilité. Je crois que c'est l'occasion de l'observer et de notifier, ou peut-être rappeler à l'autorité que c'est ce qui avait été dit, parce que peut-être que si on avait fait effectivement ces appels à candidature, on aurait tamisé et donc décelé la compétence qu'il faut vraiment pour occuper ces postes-là, parce que 3 à 4 directeurs en 4 ans, je crois qu'il y a un gros problème. Il y a un vrai gros problème. Et vous l'avez noté, dans son bilan, elle a quand même présenté un bilan très très élogieux. Et je cite un peu même une de ses phrases. Elle dit que ces différentes réformes qu'elle a mises en place ont permis d'améliorer la santé économique et financière de la structure. Ainsi, du 4 novembre 2019 au 10 mars 2020, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 3 48 5 610 francs, soit une augmentation de 47,2% par rapport à la même période de la gestion financière. Mais on trouve quand même qu'elle a fait de la mauvaise gestion, justement parce qu'on lui reproche d'avoir nommé 6 cadres avec rang de directeur au profit donc de l'institution et le recrutement de 24 stagiaires sans approbation de la hiérarchie. Alors qu'elle-même, elle disait que c'est des gens, peut-être dans la mise en place de ces réformes, elle avait besoin donc de ces personnes-là. Vous, Yves, vous qui avez peut-être une lecture un peu de tout ce qui se passe dans les couloirs, proche de la mouvance présidentielle d'ailleurs, vous avez peut-être beaucoup plus d'éléments dans ce sens pour nous apporter. Qu'est-ce qui pourrait vraiment justifier? C'est assez prétentieux, mais bon. Le limogeage de Mme Badaou de la tête de la CNCB offre plusieurs angles de lecture. Si vous observez bien, depuis l'avènement du régime de la rupture, vous allez remarquer que c'est la première fois qu'un directeur, qu'un responsable à ce niveau-là met sur la place publique une certaine dissension interne avec son supérieur hiérarchique direct. C'est la première fois qu'on observe ça. Peut-être je ne fais pas partie du gouvernement, je ne fais pas partie de l'appareil d'État, mais je me dis peut-être que c'est pas toléré, c'est pas une liberté qui est tolérée, et ça a été sans appel. Ça, c'est la première lecture que je fais, parce que tel qu'elle a présenté le sujet, ça montre, elle étale comme ça sur la place publique qu'il y a des soucis de coordination au sein du gouvernement, et je crois que ça, aucune équipe ne le permet, parce que même chez vous, lorsque vous avez une situation, vous pouvez régler ça entre vous, mais lorsque vous commencez par entendre ça dehors, les problèmes que ça vous pose ne sont pas les mêmes que ce que vous pouvez en dire si ça se passait strictement à l'intérieur. Vous le reprochez cette sortie médiatique, c'est-à-dire elle n'aurait jamais dû faire cette sortie médiatique. Non, je ne dis pas qu'elle n'aurait jamais dû faire cette sortie. Elle est à la tête d'une structure. Je crois, à mon humble avis, je crois qu'elle a manqué de tact. Elle pouvait tout faire. Elle pouvait présenter son bilan tel qu'elle a fait et tout, parler d'autres perspectives, mais mettre sur la place publique comme ça des dissensions entre elle et son ministre, je crois que ça lui a été fatal, parce que ça vient jeter un certain discrédit sur l'appareil d'État. Et vous pensez donc que son limogeage vienne d'un peu plus haut que ce que nous le pensons? Non, elle a été nommée où? Elle n'a pas été nommée en bas. Si elle est limogée, forcément, c'est que ça vient du haut. Oui, et ce qui surprend, c'est qu'elle a été nommée en Conseil des ministres et que finalement, c'est un arrêté ministériel
qui vient la limoger. Est-ce que vous voyez, il n'y a peut-être pas quelque chose qui est là? Non, non. Si elle a été nommée en conseil des ministres, bon, qu'elle soit relevée par un arrêté ministériel, je ne vois pas pourquoi. Bon, toujours est-il que elle a été relevée, et puis bon, on pourrait peut-être voir, lorsque vous suivez son bilan, bon, vous avez l'impression que le problème se trouve ailleurs, et je viens de vous le sortir. Moi, c'est ma lecture. Elle a manqué de tact, et je crois même que si elle avait eu des proches qui ont pris le temps d'écouter la bande, je crois qu'il y aurait eu que ça n'aurait pas fuité autant. Elle aurait pu dire tous les autres éléments, parce que moi j'ai suivi l'entretien de bout en bout. Je ne vois pas pourquoi il était nécessaire de faire paraître sur la place publique cette guerre-là entre son ministre. Ça ne fait pas bien pour une équipe qui donne depuis le début l'image d'une équipe soudée, sérieuse, organisée en son sein, et qui pratiquement ne laisse qui ne laisse pas de marge à l'erreur, quoi. Je crois que c'est ça qui lui a été fatal. Le reste, bon, chacun peut épiloguer pendant longtemps sur les motifs, mais de toute façon, c'est ça qui est mais dans tous les cas, dans cette sortie, elle a évoqué également le cas subtil du maire Lucas Tropo. Est-ce que vous ne voyez pas aussi que son limogeage pourrait venir de là? Donc, peut-être que ce n'est pas une question de gestion de l'institution, c'est plutôt une question politique. Bon, de toutes les manières, qu'il s'agisse, je trouve, moi, personnellement, que ce sont des polémiques qui ne peuvent pas expliquer un limogeage, surtout qu'il y a un bilan reluisant. Pour ma part, je crois que l'autorité devrait plutôt rechercher la compétence, et quelqu'un qui produit des fruits de par sa gestion est alors compétent. Et donc, quelle critique-t-elle, ou quelle mettre sur la place publique tel dysfonctionnement qui serait en train d'avoir lieu entre elle et son autorité, je ne pense pas que ça excuse, ce soit assez pour le limogeage, parce qu'après aussi, la compétence, c'est pas tous les jours, ça ne se rencontre pas dans tous les coins de rue, et elle n'est certainement pas venue là par hasard. C'est au prix d'un tri, et au prix d'une certaine attente nourrie par l'autorité. Et donc, pour ma part, si tel était le cas, parce que ça reste des supputations, on ne sait pas si c'était vraiment ce qui s'est passé, mais pour ma part, ça ne devrait être pas cela. N'empêche que ça laisse beaucoup de questions sans réponse. Ça laisse beaucoup de questions sans réponse. Le bilan est là. Il n'est pas contesté. Je pense que c'est ce qui est recherché. Et donc, que ce soit les critiques qu'elle ait portées sur le positionnement de Lucas Tropo qui lui a valu son poste, eh bien, on fera le constat que ce gouvernement, c'est assez... au vu d'ailleurs de beaucoup d'événements qui ont déjà prévalu, est resté dans une dynamique très très punitive. Non, comment est-ce que... c'est vrai qu'elle est, dans sa sortie, elle a égratigné la candidature de Luc Atopo, l'actuel maire de la ville de Boycon. Bon, beaucoup ont estimé que c'est... Enfin, que c'est parce qu'elle est allée dans ce sens-là. Non, moi je pense que... Moi, je n'ai rien à lui reprocher sur cet angle, parce que c'est le jeu politique. C'est la preuve même que ceux qui disent que ce sont les blocs jumeaux du chef de l'État et que tout se passe bien, c'est la preuve même que entre les deux blocs, c'est la guerre. Parce que si vous rejouez la bande, vous allez voir avec toute la verve qu'elle déverse quand elle parle de la candidature. Moi, je pense que ça participe plutôt du jeu démocratique, et que aucunement
Peut-être aussi que c'est prémédité. Peut-être que c'est une colère qui est préméditée. Comment vous pouvez penser qu'on ait sauté qu'on ait limogé pour faire plus correct une directrice de ce rang-là, parce que elle a pris à partie un candidat pour une élection communale. Ça n'a rien à voir avec l'appareil d'État. Ça, c'est juste politique. Ça, c'est c'est pas ce que nous disons. Et puis, quand Landry a posé un problème. Est-ce que tout ça n'est pas prémédité? Je voulais même mettre l'accent sur quelque chose. Dans son intervention, elle a parlé des recommandations du Bureau d'analyse et d'investigation qui a instruit sur la suppression de certaines primes hors salaire. Et elle a dit qu'au niveau de ces réformes, justement, elle a supprimé cet axe-là et certaines autres charges, toutes choses qui ont permis de pouvoir avoir le résultat qu'elle a exposé et dont elle a parlé à sa passation de service. Donc, fondamentalement, on se pose la question de savoir finalement à quel niveau se trouve la mauvaise gouvernance. Oui, la mauvaise gouvernance pourrait se trouver dans les nominations, les nominations évoquées par exemple. Parce que moi, je ne sais pas, est-ce que dans ces dans ses prérogatives, est-ce que il lui est loisible, parce qu'il faut voir ça aussi. Il faut voir ça aussi. Comment est-ce qu'on nomme des directeurs au sein d'une entreprise d'État? Comment est-ce que elle seule, elle peut se lever comme ça et le faire? Je n'en ai aucune idée. Puisque dans ce qui lui est reproché, on dit qu'il y a la mise en œuvre de projets contraires à la vision du gouvernement pour le développement du CNCB, le refus de faire le point des recrutements à l'autorité malgré plusieurs correspondances pour la relancer et les manquements aux instructions de l'autorité dans la gestion de l'Office d'État. Et à tout ceci viennent se greffer les affectations et redéploiements jugés fantaisistes du personnel, contrairement à l'organigramme de l'Office et en violation des profils. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est seule l'autorité qui a la latitude, parce que les projets contraires dont on a parlé, nous n'en avons aucune idée ici. C'est sûr que ces supérieurs hiérarchiques, connaissant tout autant mieux qu'elle la structure, ont dû juger que ces projets qu'elle initie ne vont pas dans le sens de ce qui a été retenu. Et quand on dit qu'on relance, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, on relance une directrice d'une société d'État, on la relance à plusieurs reprises pour s'expliquer sur une situation et qu'elle refuse de se plier, même au sein de n'importe quelle administration. Vous savez bien comment ça se passe. Quand vous avez une demande d'explication, vous êtes tenu, on vous donne même un délai pour ça. Si l'autorité dit qu'on la relance et qu'elle ne réagit pas, elle ne fait pas de la reddition de compte, je pense que c'est assez suffisant, quoi. C'est assez suffisant, et malheureusement. Pour rapidement clore avec ce sujet, est-ce que vous voyez pas plutôt que le ministre Khéroumé aurait quand même un problème dans la gestion des ressources humaines, par exemple? C'est-à-dire dans la façon dont il gère les cadres qui sont autour de lui, puisque on se rappelle très bien qu'il a été repêché, puisqu'il avait déjà été limogé, sorti donc du gouvernement, et puis finalement il a été repêché. Est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement que c'est un ministre qui accumule parfois un peu quelques bouts par rapport à notamment au niveau de la ressource humaine? Oui, là c'est pas Khéroumé que vous indexez, c'est le gouvernement que vous indexez, parce que quand vous parlez du ministre, ça veut dire que c'est le gouvernement qui a un problème de gestion N'empêche que c'est l'autorité de tutelle. Oui, c'est vrai que je ne le refuse pas, je ne remets pas ça en cause, c'est l'autorité de tutelle. Mais vous pensez que dans un pays organisé,
vous pensez que les nominations, les prises de décision, en tout cas, tout ce qu'un ministre doit faire, par exemple, ne va pas avoir l'approbation du plus haut? Je ne pense pas. Il ne peut pas prendre toutes les décisions seul. Toutes les décisions, justement. Il va lui arriver, dans la majorité des cas, de se référer à la hiérarchie, parce que tout compte fait, ce n'est pas lui qui répond du bilan. De toutes les manières, on voit bien qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées et qui restent sans réponse, je le disais tout à l'heure. Et pour le cas que vous souleviez il y a quelques minutes, je crois qu'il faut partir des dispositions portant organisation, attribution et fonctionnement. Et au niveau du Conseil national des chargeurs du Bénin, de quoi il est question pour ce qui concerne les dispositions? Moi, je pense qu'étant une entité à part entière, la directrice est à même de pouvoir savoir avec qui et qui elle doit collaborer pour avoir les résultats attendus. Elle a une obligation de reddition de comptes là où elle est, et elle est astreinte à la production de résultats. Si elle estime que non, c'est avec Yves que je dois travailler dans tel secteur pour atteindre mon objectif, ou que si c'est avec tel que je dois le faire pour atteindre tel objectif, je ne voudrais pas comprendre que ce soit à cause de ça que l'autorité de tutelle parle d'insubordination. Oui, ce qui concerne le recrutement. Est-ce qu'elle a eu l'approbation de l'autorité de tutelle avant de me faire, par exemple, du directeur? C'est ça, ça pose aussi ce problème-là. C'est pas parce que vous décidez que c'est telle personne, mais il faut pouvoir justifier ce choix. Il faut pouvoir démontrer à l'autorité aussi pourquoi est-ce que vous tenez à ce... Oui, mais Yves, elle a bien dit que quand je mute quelqu'un, le ministère est en alerte. Puis j'ai la pression, alors que c'est des gens qui sont peut-être dans des malversations financières. Oui. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous n'avez pas finalement l'impression que on vous donne le mouton, mais on tient la corde du mouton? Parce que finalement, c'est comme si elle n'a pas les coudées franches pour bien gérer. Non, est-ce que le fonctionnement même de la CNCB, parce que c'est ce qu'il faut aller voir, est-ce que de la place de la directrice, elle peut se lever et faire nommer ses directeurs sans que le ministère ne soit impliqué? Vu le fonctionnement de tout ce que je connais un peu sur la place comme structure d'État, ça ne se passe pas comme ça. Peut-être qu'avant, c'est vrai qu'il y a eu des moments où on faisait venir beaucoup de gens par affinité politique, mais aujourd'hui, avec le cadre qui est en place, je ne pense pas qu'un directeur de société puisse se lever, faire une série de directeurs sans se référer à son supérieur hiérarchique direct. Je ne pense pas. Si c'est vraiment le cas, bon, l'autorité a toutes les raisons, parce n'ayant pas été associée, l'autorité a toutes les raisons d'autant plus qu'on dit qu'on l'a relancée plusieurs fois et qu'elle n'a pas cru devoir se justifier. Bon, c'est... En tout cas, merci à chacun de vous. On vous aura compris sur ce sujet et on va rapidement donc avancer. Le directeur de la Loterie nationale du Bénin était l'invité de l'émission Zone Franche de Canal 3 Bénin dimanche 8 mars dernier. Et dans cette sortie médiatique, Gaston Zosso a fait le tour de l'actualité sociopolitique du Bénin. Et l'homme, vous le connaissez très bien, avec son franc-parler, a aimé beaucoup de choses, a estimé que lorsque, par exemple, pour pouvoir emprunter aujourd'hui, c'est de la performance et non de la contre-performance. Il le disait justement pour justifier ce que les critiques envers le gouvernement, notamment auprès, sans cesse, que le gouvernement ne cesse de contracter. À votre avis, pouvoir emprunter aujourd'hui, c'est de la performance et non de la contre-performance? Je suis
d'avis, parce que, comme l'adage le dit, on ne prête qu'aux riches. C'est parce que vous avez en place l'organisation qu'il faut pour rembourser. Vous avez en place le climat dans le milieu des affaires, enfin, pratiquement dans tous les secteurs, vous êtes rentable. Lorsque vous êtes rentable, vous avez accès au marché financier. C'est ce qu'on a observé avec ce gouvernement, enfin, sur toute la période jusque-là. Vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, les caisses de l'État permettent vraiment à notre pays de continuer pas emprunter à tout va. Je ne vois pas dans la caisse de l'État. Mais ce que je vois, c'est quand même ce balai-là des institutions financières qui sont régulièrement sur Cotonou. Ce que je vois, c'est le Bénin qui arrive à lever des fonds sur les marchés. Ce que je vois, ce sont les notes de cotation de certaines institutions comme Doing Business, la Banque mondiale et tout. Et donc, si le pays répond à ces critères-là, je ne vois pas pourquoi il faut pas emprunter. D'autant plus que c'est pas un secret. Les pays les plus riches au monde sont les mieux endettés. Mais la question qu'on se pose, Landry, c'est qu'est-ce que nous faisons avec tous ces prêts? Oui, justement, c'est la grande question. Et à côté, il ne faut pas oublier que ça nous fait quand même 4 budgets, pas de moindres, pourvus de beaucoup de milliards. Une chose est certaine, c'est qu'à l'analyse, on peut comprendre que l'État est en souffrance financière. L'État est en difficulté et c'est ce qui explique cette sollicitation au niveau régional. Et c'est répété. Donc, d'office, l'État est en souffrance, c'est qu'il y a des difficultés qui sont exprimées et qui expliquent cette situation. Ce qui est à espérer, c'est que ces prêts-là soient remboursés. Et Dieu sait sur combien d'années ces prêts sont étalés. Et donc, ce sont les gouvernances ultérieures qui sont interpellées. Est-ce que vous voyez? Donc, est-ce que c'est un débarras exprimé comme ça implicitement par la gouvernance actuelle? On est quand même de toutes les manières en posture de le penser ainsi. On va parler d'asphaltage et autres, beaucoup d'investissements qui appellent de gros moyens. N'empêche que ce sont des budgets qui sont votés et ces budgets sont votés en fonction des prévisions, en fonction de ce que l'État peut encaisser comme ressources. Et donc, si au niveau de la mobilisation financière, le Bénin est obligé à chaque fois de faire recours à la bourse régionale, c'est que quelque part, nous sommes en souffrance. Et justement, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on emprunte trop d'argent? Parce que généralement, c'est celui qui a des problèmes qui emprunte. Absolument. Vous avez une idée, par exemple, du taux d'endettement de la Côte d'Ivoire? Par exemple, vous avez vu tout ce qui a été fait durant le mandat qui est en train de finir là. Je crois qu'il faut jeter un coup d'œil sur les chiffres. Vous allez voir que c'est pas nous qui empruntons le plus. C'est vrai que chaque fois quand tu demandes à avoir, ça suppose que en interne toi-même tu n'as pas. Logiquement, c'est comme ça. De façon basique, c'est comme ça que ça se conçoit. Logiquement, tu n'as pas. Mais lorsque tu as des choses, tu as des biens que tu peux monnayer, le prêteur, parce qu'il sait que tu peux rembourser, il te prête. Le drame aurait été qu'on ne nous prête même plus. Ça veut dire que c'est la catastrophe. Donc, si on continue pas nous prêter de l'argent, c'est sûr que on met en cause un certain nombre de paramètres et on sait que le pays reste encore rentable. Le problème aussi, c'est qu'on peut aussi prêter pour rembourser d'autres dettes.
C'est aussi ça. Parce qu'à l'allure où vont les choses, il n'est peut-être pas exclu que d'ici là, on soit complètement en discrédit et que justement on n'arrive plus à arrêter. Regardez, quand on dit, tout à l'heure, j'ai suivi, on dit, qu'est-ce qu'on fait avec les prêts? Vous allez voir la plupart des prêts aujourd'hui, on vous dit ce qu'on veut faire avec. C'est spécifié. C'est vrai que la plupart du temps, quand on lève les fonds, c'est vrai que quand on lève les fonds, on n'a pas une idée précise. Exactement, et justement, on lève beaucoup de fonds. Pour des choses que nous ignorons, puisque pour des raisons que nous ignorons, puisqu'on ne sait pas toujours pour quelles raisons on lève ces fonds. Oui, mais tout ce qui se fait en termes d'infrastructure dans le pays, les réformes, forcément, ça nécessite des coûts. Il faut pouvoir tenir. Lorsque vous aspirez à la dématérialisation de l'administration, par exemple, il vous faut du matos. Oui, mais quand on voit les résultats par rapport aux fonds levés, on se pose quand même des problèmes. Ça veut dire que les réformes chez nous coûtent mais vraiment cher. Oui, mais les réformes, pour les mettre en place, ça nécessite forcément bien sûr, mais ça coûte. Je sais, nous savons tous que ça nécessite des fonds, mais c'est que ça coûte mais vraiment cher. La rentabilité, c'est forcément sur la durée. André, vous pensez la même chose? Bon, rentabilité sur la durée, oui, si vous voulez, mais je pense qu'a priori, ça ne fonde pas qu'on soit si fréquent, qu'on soit si régulier sur le marché régional. Moi, je dis, incontestablement, c'est qu'il y a un malaise financier. Il y a une difficulté là qui est présente. Et donc, ce qui l'est à espérer, c'est que ces dettes-là soient remboursées, ce qui appelle la responsabilité des futurs gouvernants. Un dernier sujet pour rapidement clôturer cette émission, c'est que le pasteur Edgar Gidibie a été libéré, placé sous mandat de dépôt depuis le 27 février. Le promoteur du Centre Jésus pour réussir comparaissait le 10 mars 2020 pour 3 chefs d'accusation, à savoir escroquerie avec appel à public et puis association de malfaiteurs. Au final, il n'aura écopé que de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende pour un dossier de pisciculture, un projet qui a finalement mal tourné. Vous pensez que finalement, il y a eu trop de bruit pour rien du tout? Bon, trop de bruit pour rien du tout, je ne saurais le dire. De toutes les manières, il y a eu bruit quand même. Et c'est ce qui est dommage, parce que pour un pasteur, pour quelqu'un de la trempe de Edgar Gidibie, être interpellé pour escroquerie, je pense que c'est quand même assez tonitruant. Et je pense que c'est une chance qu'il a, au finish, de pouvoir écoper d'une condamnation en sursis. Je vais être plutôt très flexible sur ce point, c'est que je souhaite, pour ma part, que ce problème soit réglé et que lors de son sursis, qu'il ne tombe pas sur le coup d'une autre peine qui l'emporte définitivement. Oui, par rapport au pasteur Edgar Gidibie, pourquoi est-ce que ça a fait beaucoup de bruit? Parce que si vous allez au fond de ce dossier-là, il y en a de similaires. Vous allez devant les tribunaux, vous allez tomber sur des cas comme ça, plein. Mais pourquoi est-ce que pour lui, ça fait beaucoup jaser? La toile, chez nous, est trop politique. Et un acteur de cette dimension-là, dès qu'il a eu un souci, vous vous souvenez qu'il a eu des déclarations. Il a eu des propos. Il a eu des contre, oui, pas forcément contre le président actuel, mais contre toute la classe politique. Oui, contre toute la classe politique et tout. Et forcément, il y a eu des gens dans l'ombre qui se sont, sans même vouloir aller au fond du dossier,
vouloir lui marquer le coup. Je crois que il y a eu beaucoup de bruit, surtout parce que on dit bon voilà, c'est lui qui parle de tout et finalement de rien. Donc il est entre les mains de la justice. Il faut le saquer. C'est ce qui s'est passé. Mais vous allez voir. Et c'est ce que moi quand la situation s'est posée, il y a eu pas mal de débats. Il dit mieux vaut rester calme pour aller au fond du sujet, parce que quand on aligne ces 3 chefs d'accusation là et que finalement on s'en sort avec cette peine là, ça veut dire qu'au fond il n'y a pas grand chose. Il y a juste des gens qui se sont mis ensemble pour entreprendre quelque chose et ça a mal tourné. Et s'il a eu cette peine là, c'est que le juge a estimé que si ça a mal tourné, c'est pas lui. J'en reste persuadé. Et donc si se retrouve avec cette peine là, ça doit lui apprendre beaucoup plus de vigilance dans ses propositions, parce que quand vous ces appels, quand vous lisez, ça vous fait penser systématiquement à ce que nous avons connu ici, Concorde, il y a eu plein toutes ces structures là qui ont évolué dans le même sillage, quoi. Je crois que c'est des choses qu'il faut éviter à l'avenir. Il y a eu beaucoup de bruit aussi parce que beaucoup s'attendaient à ce que ça soit les histoires de parcelles, parce qu'il vend beaucoup de terres, que ça soit les histoires de parcelles, les trucs de litige, qu'il ait tordu les bras à des propriétaires terriens, qu'il ait revendu. Donc beaucoup s'attendaient à ça. C'est ça qui a fait que... Même au procès, il y a quand même eu des plaignants concernant son activité d'immobilier qui sont venus justement qui se sont constitués lors du procès. Mais bon, finalement, le juge en a décidé autrement, puisqu'il n'a été condamné que pour escroquerie liée donc à cette affaire de pisciculture. Mais est-ce que la question quand même que je voudrais faire poser à Landry, est-ce que on a vu condamnation pour escroquerie 8 mois, mais 18 mois pour 3 tweets de notre confrère Ignace Sousou? Oui, le problème, je crois que c'est 2 problèmes différents. Je pense que c'est 2 problèmes différents, et pour ce qui concerne Ignace, justement, une situation que personnellement je déplore beaucoup, c'est que quelque part, d'abord, il fait face à un membre du système judiciaire. Je le dis comme ça parce que ça pourrait, d'une manière ou d'une autre, inciter les collègues du procureur qui a porté plainte à pouvoir ne pas faillir du tout et d'être très rigoureux sur leur jugement. Et donc, à la fin, il a occupé de 18 mois. Et la deuxième chose, c'est que Ignace était également en sursis. Et donc, pour avoir commis une peine pour laquelle il a été condamné, eh bien, c'est peut-être ça qui fonde le fait que sa sentence soit aussi corsée. N'empêche qu'autour, il y a beaucoup de polémiques. N'empêche, et je dis que ce sont 2 situations différentes. En plus, il ne faut pas oublier que Ignace est comme un journaliste, et que la dépénalisation de la presse est une actualité aujourd'hui. Le Bénin étant un laboratoire démocratique, il est bien que nous marchions dans ce sens, ce qui ternit complètement l'image du pays quand on assiste à l'emprisonnement des journalistes. De l'autre côté, il y a le cas Guidibi. C'est le juge qui a même, en présence des preuves qui lui sont apportées par rapport au chef d'accusation dont fait l'objet la victime, de pouvoir statuer. Et donc pour moi, c'est 2 cas différents. Mais dans tous les cas, Edgar a été condamné, ne l'oublions pas, pour escroquerie. Notre confrère Ignace a été condamné pour harcèlement, pour avoir juste fait 3 tweets. Vous n'avez pas l'impression quand même que ça fait une justice à géométrie variable, puisque aujourd'hui, il est évident, tout le monde sait aujourd'hui que le journaliste n'a jamais tronqué les propos. En tout cas, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas du tout vérifiés. Et aujourd'hui, on a la preuve, qu'elle soit écrite
ou en audio que les faits n'ont jamais existé. Alors, est-ce que ça ne vous donne pas quand même ce sentiment qu'on a une justice justement à double variable? Non, si la justice n'est pas à géométrie variable, je dirais plutôt qu'il faut aller voir les deux condamnations. L'affaire de Edgar et de Ignace, les juges ne se sont pas servis des mêmes tests. Dans le cas d'Ignace, ce qui a été beaucoup plus mis en avant, c'est le code du numérique qui, malheureusement, laisse tellement l'attitude aux juges d'apprécier. Il reste encore beaucoup de travail à faire sur ce test-là pour qu'on sache avec précision de quelle peine. Parce que lorsqu'on parle d'harcèlement, par exemple, beaucoup continuent de se chercher. Ils ne voient pas sous quel angle on peut qualifier les tweets de Ignace de choses là. Donc, ce sont des définitions. Le code du numérique doit pouvoir s'appesantir du ça pour qu'on sache les peines qui vont avec. Il ne faut pas comparer. Je pense qu'il ne faut pas comparer les deux affaires. C'est pas le même cas. D'autant que Ignace était déjà en sursis. Et bon, il s'est présenté une situation, c'est vraiment dommage. Il s'est présenté une situation et les tests auraient pu permettre qu'il écope moins que ça. C'est à ça qu'il faut travailler. Il faut que au niveau du code du numérique, on ait une idée précise, parce qu'aujourd'hui, ça fait qu'il y a un certain nombre de choses que tu pouvais faire avant, mais aujourd'hui, tu ne peux plus les faire. Tu ne peux plus les faire parce que moi, de ma position, par exemple, il y a pas mal de sollicitations sur des questions, mais tant que je ne vais pas voir qu'est-ce que le test dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, je ne vais pas dans ce sens-là. Tout à fait. En tout cas, merci Swassi, vous avez... merci beaucoup. Donc, merci à vous Yves, merci à vous Landry. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Je rappelle, pour finir, que mes deux invités sont là à titre personnel, individuel, et à aucun moment leurs propos ne pourront engager leurs différentes chapelles politiques. Merci de nous avoir reçus. Rendez-vous semaine prochaine.